Bienvenue à UV, le podcast qui connecte les marques à l'époque. Aujourd'hui, on va parler d'identité sonore. Et pour ça, exceptionnellement, UV est allé à Paris, chez Sixième Son, agence de création d'identité sonore. On va voir quel lien entretient l'identité sonore avec l'identité de marque. Ce qu'on se disait un petit peu en introduction, c'est que le son fait partie intégrante de la création publicitaire. Pour autant, et on va en parler, elle arrive souvent très tard, un petit peu en bout de course justement dans notre processus, nous créatifs, en agence de communication, notamment parce que, et c'est notre premier point que j'aimerais aborder avec vous, parce qu'on n'a pas nécessairement ce réflexe et pas nécessairement le lexique. Donc on va voir, et c'est tout un petit programme pour aujourd'hui, de voir en quelle mesure l'identité sonore, comment elle peut apparaître, quels sont également les enjeux, quelles peuvent être les bonnes pratiques, quels peuvent être les bons process. Et pour ça, on a la chance d'être ici, d'être super bien accueillis. C'est notre première fois d'ailleurs qu'à UV, on change d'endroit. On est chez Sixième Son. L'acoustique n'a jamais été aussi bonne. Et pour ça, je suis avec Laurent et Pierre. Salut Laurent. Salut. Laurent. Laurent, bienvenue chez nous. Exactement ce que j'allais dire. Merci beaucoup de nous accueillir. Tu es directeur général de Sixième Son, qui est agence de création d'identité sonore pour plein de marques. Vous existez depuis 95, c'est ce que j'ai trouvé. C'est ça. Et vous êtes aujourd'hui partout dans le monde à créer des musiques, à créer des signatures sonores, à créer plus globalement des systèmes. Je serais curieux qu'on puisse parler justement de ces enjeux de systèmes sonores avec toi. Et je suis également avec toi, Pierre. Pierre, tu es graphiste à l'agence, tu es également artiste sous le nom de Grib. Donc tu es à la fois un pied dans l'image. Artiste indépendant, il n'y a pas de... Un pied dans le son. Quelque chose de professionnel. Dans le son. Super. Oui, mais justement, tu as à la fois, bien sûr, justement cet esprit créatif, graphique, inhérent à ton métier, également une sensibilité naturellement forte à la musique, peut-être plus que d'autres. Donc, forcément, vos deux retours m'intéressent. Le premier point, en effet, c'est on se rend bien compte en interne avec Pierre que on a beaucoup de mal à parler de musique, en fait, notamment, non pas parce qu'on manque de culture musicale, on connaît tous plein de musique, mais parce qu'on n'a pas nécessairement le lexique, on a du mal à trouver les bons mots. Comment vous faites chez Sixième Son pour dépasser cette limite qu'on a on a tous un petit bagage culturel sur le visuel, on en a peu côté musique. Bon, déjà, je suis hyper content d'être chez nous, certes, mais d'être avec vous. Nous aussi, on est hyper content d'être chez moi, je peux vous dire un truc. Non, je suis hyper content d'être avec vous. Et en plus de parler créa avec des créas, c'est vraiment un sujet super intéressant. Je crois que le solfège a fait beaucoup de mal à tout le monde depuis la petite enfance et que du coup, ça crée chez le commun des mortels, avant même de parler des artistes ou des agences de création, une sorte de distance avec la musique qui fait que on se dit tous que c'est un vocabulaire qu'on n'a pas, le lexique qu'on n'a pas, et donc du coup on a une forme de parfois de complexe, de timidité à se dire je sais pas parler de fa dièse mineur ou de montée chromatique, alors qu'en fait très sincèrement ça n'a aucun intérêt dans le métier qui est le nôtre. Non pas de savoir ce que c'est qu'un fa dièse mineur ou une montée chromatique, mais en tout cas pour le besoin qui est le nôtre ou le vôtre. Moi, je n'ai jamais de conversation avec des clients ou avec des agences sur un do mineur, un do majeur. Et je crois que c'est ça la clé. C'est d'éviter le débat d'experts, parce que c'est malgré tout une expertise, c'est un vocabulaire, c'est une langue. Mais au-delà de la langue solfège, la musique, c'est un vocabulaire, c'est un truc universel. Hein. Donc, je crois que il faut s'affranchir de ce complexe, cette timidité, de se dire, en vrai, je sais même pas ce que c'est qu'un truc en ternaire, un truc en binaire, on s'en fout. Ce qui compte quand on travaille pour une marque, et c'est notre métier à tous ici autour de la table, c'est de se dire dans quelle mesure la musique peut être un moyen pour la marque, pour se différencier, pour créer du lien, pour être en capacité d'émerger. Bon, une fois qu'on se dit que ces questions-là, là, vous n'avez pas besoin de ré mineur, de ré majeur pour les poser ces questions-là. Oui. Et je crois que souvent, on a cette problématique-là de se dire, je ne connais pas bien, oh là là, si jamais ils sortent une partition, qu'est-ce qu'on va faire ? La vérité, c'est que je ne sais même plus lire de partition. 20 ans plus tard... Alors évidemment, avec l'équipe à l'agence, on parle tout le temps de ces choses-là, et de l'envers du décor, comme vous faites vous. Mais avec tes clients, est-ce que tu parles vraiment de détails techniques, de comment tu fais une création visuelle ? Je ne sais pas, est-ce que vous faites ça ? Il y a un peu des deux, en fait. Ça peut arriver aussi que des fois, de l'ordre de brief ou de choses comme ça, il y a des choses qui
vont venir de choses très précises sur le rythme, sur des choses, mais sans avoir forcément la connaissance technique derrière. Et c'est vrai que des fois, ça peut entraîner des choses qui sont mal comprises. Mais tu peux dire, je veux quelque chose qui aille. Par exemple, ça c'est intéressant. Une marque qui veut aller vite, c'est-à-dire qui dit, moi je suis pas pépère, je suis pas lent, j'ai pas de pesanteur, j'ai envie d'aller de l'avant. Bon, ben ça induit pour tout le monde un tempo un peu enlevé. Assez facilement, sans débattre de BPM ou de choses comme ça, tu te dis, tu as un débat sur est-ce que tu vas de l'avant ou est-ce que tu deviens frénétique. Bon, bah ça, frénétique ou aller de l'avant, ce sont des choses qui se... Voilà, le pire pour moi, c'est justement quand quelqu'un autour de la table veut commencer à parler de musique et en plus ne sait pas ce qu'il dit. Ça m'est arrivé combien de fois? Ça sent la mauvaise expérience. Non, mais ça m'est arrivé plein de fois. T'as un mec hyper respecté ou une fille hyper respectée, directeur marketing ou test marketing d'une grosse marque, qui te dit j'aime pas la trompette, il n'y a pas de trompette dans la musique dont on se parle là. C'est hyper compliqué de lui dire devant toutes ses équipes. Là, il faut essayer de deviner ce qu'il veut dire. Alors la trompette, ça pourrait être quoi et dès qu'on rentre sur ce truc-là, ouais, j'entends un truc un peu mineur et tout, mais pas du tout. Et là, je devais peut-être avoir la même chose d'un point de vue visuel, mais... Nous, on le ressent aussi parce qu'en fait, comme tu le disais tout à l'heure, dans les briefs que tu exprimais, c'était plutôt des trucs assez larges où on essaye de raconter une histoire. Et en fait, nous, quand on élabore l'identité visuelle, c'est ça, on essaye de raconter quelque chose. Et le but, quand on arrive vers une prod sonore, c'est de dire... Ok, on veut raconter cette histoire-là, comment vous la traduisez, et certainement pas dire ah bah non, nous il nous faut 3 trompettes, il nous faut un piano derrière, sinon ça sonnera pas bien. Ouais, moi je peux avoir la violence est triste, bah non, ça dépend dans quelle musique. Il y a des musiques dans lesquelles la violence est ultra positive, ultra gay. Effectivement, ça peut aussi être un instrument qui fait pleurer. Donc il n'y a pas de recette de création, et surtout le débat, voilà, on essaie de l'éviter, mais c'est vrai que j'ai eu des réunions où on faisait venir, moi j'ai eu la fille. Pour un client, le PDG a fait venir sa fille qui était une ado avec une copine à elle. Parce que, elle a fait 3 ans sur le fait, parce que c'était une marque qui parlait un peu plus aux jeunes, on va dire. Bon. Et donc, il voulait l'avis de sa fille et de sa pote. Alors, t'en penses quoi vraiment le pré-test en direct. Ouais, vraiment, le truc qui n'a... Enfin, niveau zéro aussi de ce que c'est son métier à lui de décider, quoi. Je reporte la décision sur des... Elles étaient sympas comme tout, mais... Ou alors j'ai le pote musicien qu'on fait venir dans la réunion parce que du coup il va pouvoir parler de... Et il est de la partie, tu vois, le truc, en plus, voilà, c'est affreux. Alors ça peut être quoi justement les bons éléments à ce point? Donc on voit bien qu'en effet ça sert à rien d'arriver avec la progression harmonique pour vous briefer ou même pour échanger. Comment on aborde ça? Est-ce que c'est plus d'abord des objectifs? C'est vrai que dont tu as parlé d'attribution, d'engagement. Je pense qu'il faut des choses qui finalement font que nos métiers se recoupent pour beaucoup, vraiment des objectifs marketing et de communication. Et ensuite, c'est quoi? Tu te mets à vous parler d'émotion? Non, je pense qu'il faut déjà venir au point de départ qui est la marque. La marque, comme son nom l'indique, c'est là pour marquer. Et donc, marquer dans le son, ça veut dire, mais dans le visuel aussi, ça veut dire être capable de créer des repères qui font que on gagne en attribution, en émergence par votre travail ou le mien. On sert à ça. Donc, pour faire ça, il faut d'abord se demander, quel que soit, nous on a eu le plaisir de travailler ensemble dans le monde de la mutuelle ou de l'assurance, ils font quoi les concurrents de ces gens-là? Ils font un peu tous la même chose. D'un point de vue musical, j'entends. Moi, nous, on va jamais sur votre métier, on n'a pas ce savoir-faire-là. Par contre, la première question, c'est qu'est-ce qu'ils font les autres? Parce que si l'agence est payée, Sixième Son est payé pour imaginer l'objectif final, c'est de marquer, mais que je fais la même chose que les concurrents, on a déjà échoué dès le départ. Donc, il faut d'abord se mettre d'accord sur l'état de l'art. L'état de l'art, c'est quoi? Une fois qu'on a ça, on se pose ensuite des questions sur la marque pour laquelle on travaille. Est-ce qu'elle a une histoire particulière? Est-ce qu'elle a des codes particuliers? Certaines pour lesquelles on travaille ont déjà une histoire sonore, déjà une histoire musicale. On sort ou on va sortir, selon quand sortira le podcast, l'identité sonore de la FNAC. La FNAC, c'est une marque musicale. C'est une marque qui a toujours eu... Moi, j'ai souvenir de... Agitateur de curiosité il y a une quinzaine d'années, qui était génial comme baseline, où il y avait uniquement une petite percussion, et tout était dit, quoi. C'était la curiosité, c'était ça pétillait, ça vibrait, ça... nous, quand on commence à travailler pour une marque comme la FNAC, par exemple, on peut pas faire fi, ça me permet de placer cette expression un peu désuète, de la FNAC, c'est une marque qui a du rythme, qui a un rythme assez particulier, assez atypique. Et puis, il y a ce chuchotement, où on a de la connivence, on vient à l'oreille, et ce truc-là, pour moi, il a un sens avec la FNAC, t'y vas aussi,
pour ne pas être sur Amazon et pour avoir le conseil du vendeur ou de la vendeuse qui vient à ton oreille te parler. Bon, bah, donc ça fait déjà une histoire sonore de la marque dont nous, on doit prendre connaissance avant de commencer à faire des fa dièse mineurs ou des montées Ouais, chromatiques. ça arrive. Et finalement, il y a un travail assez proche du mien, donc qui est celui de planeur Tout à stratégique, fait. où en effet, tu as évoqué la partie plus benchmark, plus immersion, compréhension de ce qui est vraiment l'histoire, l'ADN d'une marque. Tout à fait. Pour beaucoup, c'est vrai qu'il y a là, on aurait tendance à voir beaucoup la partie création Ouais. et donc un peu la finalité. Il y a tout un travail aussi de conseil. C'est pour ça que qui nos arrive métiers assez vite. sont très complémentaires et pour la raison pour laquelle on bosse bien ensemble et on appartient au monde du design et du branding parce que la création c'est fondamental et on fait ce métier-là parce qu'on aime créer, mais on le fait pas pour rien. On le fait pas pour se faire plaisir. On le fait parce que on le fait pour le but d'un tiers qui est une marque dont on sert la communication, dont on sert le propos. Et donc, faut la comprendre. C'est évident, il faut comprendre son marché, ses valeurs, son positionnement, ses cibles. Et c'est vrai que la création, quand une marque arrive ou quand une agence arrive en nous disant on veut du rock comme ci, du rock comme ça, c'est se passer d'une étape fondamentale du process qui est pas juste servir le plaisir du directeur ou directrice de création. Si ça se trouve, ça finira par la musique en question. Ou si ça se trouve, ils ont fait eux un boulot et donc bon, là, on veut le comprendre, qui nous amène à. Mais C'est vrai qu'il y a aussi ces enjeux-là d'arriver justement, comme tu disais tout à l'heure, un peu en bout de production, après qu'il y ait déjà des identités visuelles de fait, qui racontent déjà peut-être des choses, tout à fait. qu'il faut aussi exprimer. Nous, c'est simple, on est soit en continuité de votre métier, soit en complémentarité. On vient de gagner un prix en Asie de la meilleure musique de marque en Asie pour une marque qui s'appelle Lux, qui est le deuxième savon le plus vendu en Chine et en Inde, par exemple, qui est une marque où dans l'identité visuelle, c'est fleuri dans tous les sens. Franchement, c'est ultra chargé, c'est élégant mais quand même assez chargé, et c'est les fleurs parce que c'est de manière assez directe comment dire, autour de l'odeur des savons que tu achètes. Hein. Bon, t'imagines bien que le volume, quand tu es deuxième savon le plus vendu en Inde ou en Chine, le volume est colossal. Hein. Et la directrice marketing, quand elle nous raconte à Singapour, où on a un bureau, le brief, au départ, tu te dis, bon, on va travailler pour une marque de savon. J'y vais ni en étant ravi, ni en étant bon, ok. Et en fait, elle te raconte un vrai purpose de marque qui est le combat pour la place des femmes. Ils sont dans 100 pays dans le monde, beaucoup de pays qu'on appelle en développement, dans lesquels, pour certains d'entre eux, la femme n'a pas une place facile. Et donc, elle, son purpose, c'est d'accompagner les femmes dans de l'empowerment. Okay. Ils font des trucs, mais canon, ces gens-là. Ils ont fait une étude où Alexa, parce que c'est une femme, versus Siri, qui est un homme, reçoit beaucoup plus d'insultes parce que c'est une femme. Et donc, Lux, je fais leur pub, a mis en place un principe avec Amazon pour downloader de quoi permettre à Alexa de fight back, de répondre aux insultes qu'elle reçoit. Et ils font plein d'actions comme ça. Ils ont fait un truc fascinant, on a fait la musique d'un film là, où quand c'est du sport féminin type volley, mais pas que, hein, patinage artistique, gym, tout ça, la manière dont les femmes sont filmées c'est absolument pas le même cadre que quand c'est des hommes qui jouent au volley ou qui font du patinage artistique ou de la gym. Et ils ont mis des QR codes sur les bikinis, par exemple, des joueuses de volley, de beach volley. Et en fait, quand tu flashes le bikini, arrive un film qu'ils ont produit ça s'appelle Change the Angle, et qui veut dire, en gros, stop, on arrête ce truc-là. Et donc nous, pour revenir à ta question, désolé, c'était long, mais c'était pour en arriver à l'exemple de notre travail dans ce cadre-là. On n'a pas fait une musique fleurie, on n'a pas fait une musique de parfum, on a fait une musique de combat, une musique de statement qui dit Woman Up, il y a carrément des paroles dans la musique, et c'est une musique très urbaine, très actuelle, avec une envie de, voilà. Et donc, là, on se rend compte qu'on est en complémentarité de votre métier, et ouais, c'est super intéressant, mais on ne le fait pas, ça, si on n'a pas compris le purpose de la marque et qu'une agence nous a pas expliqué, l'agence pour le coup à Singapour, nous a expliqué le positionnement visuel de la marque. Ouais. C'était une longue réponse, je m'en excuse. Non, c'était une excellente réponse. Alors justement, alors Pierre, à ce moment-là, toi, à quel moment la musique arrive? Alors, ou parce qu'en effet, on arrive à une logique de création, ou en quelle mesure la musique, elle, t'inspire?
Moi personnellement, forcément, j'essaye d'y penser assez souvent parce que c'est quelque chose pour lequel j'ai un attrait. Mais assez souvent, à l'agence, tout le monde y pense très tôt. Après, ça peut être bien ou moins bien. C'est-à-dire qu'il y a ce côté, on y pense très tôt. Il faut quand même pas rester fixé dans la chose parce que souvent, ce qu'on veut raconter, là, l'exemple du truc très féministe et tout ça, on n'a pas forcément l'idée dès le départ, ou on ne sait pas forcément si c'est ce qui va être poussé, si ça va être accepté et tout ça. Et finalement, en fait, le truc, c'est aussi de pas rester sur ses acquis, de savoir justement faire confiance aussi à des prods qui vont peut-être nous dire ah oui, en effet, le truc fleurit, et bah non, en fait, on veut pas rentrer dans des clichés qui raconteraient pas ce qu'on veut raconter. Et ouais, pour ça, je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est vrai que le côté on va utiliser des musiques de combat et tout, on n'y penserait pas forcément. Et pourtant, on le traduirait peut-être dans l'identité visuelle. Et c'est là où faire confiance à des gens qui sont professionnels, qui ont un recul, c'est important. Mais t'as raison, ce que tu disais, qu'on disait que c'est souvent, on le sait, dernier truc au dernier moment, c'est notre vie aussi. De moins en moins quand même, mais J'avais le sentiment, en effet, que l'identité sonore, alors peut-être plus vraiment à un petit niveau du spot, la musique prend quand même plus de place, par exemple, que fut un temps. En tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance à ce que dans des spots, dans des formats comme ça un peu phares, la musique ait toute son importance, voire presque finalement l'image vienne presque plus simplement mettre des images justement sur une musique et que le message soit presque plus porté par la musique que par les images. Je crois que y a plusieurs choses qui amènent à ça. La première, c'est que la multiplication des points de contact entre les marques et leur public fait qu'un positionnement comme celui de Sixième Son n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui. Parce que l'idée d'avoir un point de vue musical de marque qui s'adapte à l'ensemble des points de contact, quand Michael a fondé Sixième Son en 95, il y avait 2-3 points de contact entre les marques et leur public. Tout de suite, quelle que soit la marque pour laquelle on va bosser, on va bosser sur 10, 15, 20 points de contact du fait du digital. Parfois même où il n'y a que du son. Tu vois là, le podcast. On fait l'identité sonore de Sanofi. L'un des points de contact, c'est un podcast où ils vont à la rencontre de chercheurs et de médecins à travers le monde pour raconter leur travail. Ça, c'est que du son. Donc, je crois que ça, c'est un facteur qui pousse à rendre le son plus important. Autre chose auquel je crois beaucoup, moi, c'est l'évolution des générations. Quand j'ai commencé à travailler versus aujourd'hui, mes clients sont de plus en plus proches de mon âge avançant. Et donc, on est une génération pour laquelle la musique, dans la com, la musique, Spotify a fait beaucoup de mal à la valeur de la musique. Oui. Parce que on s'est tous habitués que pour 10 € par mois, on a accès à tout le catalogue mondial des Beatles, de Dua Lipa, de qui on veut. Et en soi, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas possible que pour ce prix-là, on est... Et donc, je crois que ça a un effet très positif qui fait qu'on est tous beaucoup... Moi, je suis pas de l'école de c'était mieux avant. Je crois que mes enfants demain seront beaucoup plus connaisseurs en musique que l'étaient mes parents. Ils ont accès à un catalogue musical qui n'a rien à voir avec celui qu'avaient mes parents, où c'était uniquement ce qui était proposé à 3 chaînes à la télé, puis 6, et la radio qui passait. Je crois qu'ils auront ça. Par contre, la musique, c'est pas cher. Donc oui, c'est de plus en plus important. Mais en plus, il y a cette dualité de la musique, c'est pas cher. Par contre, quand il s'agit de payer des droits pour des spots publicitaires et tout ça, la musique, c'est cher. C'est quand même... L'ancien directeur marketing d'AXA me disait, pour moi, la musique, c'est 50% du job d'un spot, mais il ne dépensait pas 5% du budget dans la musique. Donc en fait, c'est presque faire peser un poids, et je l'adore, hein, il est plus directeur marketing d'AXA, mais c'est un mec super, Paul, mais en fait, du coup, c'est comment, avec 5%, espérer que tu vas faire plus de 50% du job. C'est quasiment... c'est avoir un objectif qui n'est pas tenable. Ouais. Et qui arrive un petit peu, qui arrive en toute fin, souvent justement de la création. Les images sont même parfois un peu posées. Ça tend quand même un petit peu à changer et j'ai quand même le sentiment que nous, sans doute en agence, mais également chez l'annonceur, j'ai l'impression que l'UX est passé par là et qu'en fait cette dimension un peu de système, il faut penser tous les points de contact, tu as amené cette notion de point de contact, devient de plus en plus une réalité et on l'applique aussi à la musique parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait être cohérent sur tous les points de contact en matière d'image. J'imagine que ça change. Vous êtes confronté à ça, vous, beaucoup ? Ouais, j'ai l'impression quand même que cette logique d'identité, même si on fait pas que du pur branding chez The Lynx, cette logique quand même de réflexion par point de contact, alors aussi parce qu'on l'a vu assez tôt, on a aussi une culture marketing qui est assez forte, on a vraiment des équipes de consulting dédiées à ça, donc peut-être qu'on l'amène chez nos clients malgré nous. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus ancrée. Et tu le disais, ça fait aussi de plus en plus sens pour Sixième Son de pas simplement penser
une signature sonore ou une musique pour un spot, mais au contraire de réussir à le décliner sur D'autant de plus nouveaux points que, de contact. en fait, nous, quand on fait la créa, on sait quand ça fait 50% du taf. Ouais. Et nous, on n'est pas maître du budget. Donc, bah oui, des fois, on se dit, ah ouais, c'est vrai que là, si la musique, elle est déclinée, si là, on sait que ça, il y a ces sonorités-là qui vont, et qu'on le décline sur tous les posts, que sur les Reels, ça va être différent, sur TikTok, ça va être un peu différent, mais qu'on reste dans la même identité sonore, bah nous, on sait que ça va être génial, quoi. Mais Oui, non, mais ça revient à l'histoire du poids qu'on fait peser à la musique en termes d'objectifs. C'est-à-dire que Sixième Son, on a une deuxième activité qui s'appelle Josette Music Club, qui fait, enfin Élise qui dirige cette activité, s'occupe de 25 à 30 longs métrages par an de supervision musicale. Donc elle fait tous les Nakash Toledano, par exemple. L'équipe, c'est vraiment... ils font des choses super. Mais même elle leur raconte que dans le monde du long métrage ou de la série télé, il arrive plein de fois où à la toute fin... Enfin, en gros, la musique, c'est le dernier truc qu'on peut changer. Tout a été tourné, tout a été fait. Le montage est là. Bon, on peut toucher le montage. Bon, le seul truc qu'on peut toucher à la fin, c'est le son, le son ou la musique. Et parfois, on demande une scène un peu moyenne de la récupérer avec... Parfois pas du tout. Hein. Mais on a déjà tous vécu, même à notre petit niveau à nous, sans parler des films de Nakash Toledano, mais... Bon, des films où c'est correct, quoi. Et donc, la musique, il faut qu'elle fasse... Mais bon, c'est pour ça que je crois que la notion d'identité, elle nous permet de nous sauver de la page blanche. Parce qu'on part pas de rien, on part de la marque. Et donc, on se dit pas, tiens, oh là là, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On part quand même de quelque chose qui est le propos initial. On vend pas un film, on vend une marque. Et donc, notre travail, il est quand même de permettre à la marque d'être mieux identifiée, mieux comprise, mieux aimée. Donc, partons de son atout ou ses assets. Dedans, il y a la musique, en tout cas, si on a la chance de bosser pour cette marque-là. Donc, on part quand même pas de rien. Je crois que ça peut aider. Alors justement, ces assets, si on rentre un petit peu dans le détail, nous, dans nos métiers, on a une plateforme de marque avec une vision, une mission, justement quelques éléments, des valeurs, des éléments de tonalité. Ça peut être quoi le dénominateur commun d'une identité sonore ? Il m'arrivait à une époque, moins maintenant parce que nos publics sont plus aguerris et donc ils connaissent mieux notre métier, mais à une époque, je prenais même le parallèle de votre métier. Il y a une identité visuelle, il y a police de caractère, des couleurs complémentaires, de la typo, voilà, toutes ces choses-là. Il y a une logique de charte. Ouais, exactement. Nous, on disait, c'est la somme des partis pris de rythme, de mélodie, de texture, de tempo. On n'a plus trop besoin de dire ça. Mais c'est vrai que notre point commun, c'est la charte. C'est le principe de donner un cadre qui n'est pas une contrainte. Alors ça, je sais que vous portez le même discours que nous, mais une charte, c'est pas une contrainte. Une charte, c'est un repère. Ouais. Au contraire, c'est un beau terrain de jeu. En tout cas, moi, j'ai cette image de terrain de jeu. Des fois, il est inspirant, en fait, au contraire. C'est le principe de la création, d'avoir des contraintes ou d'avoir un cadre et de se dire, je dois vivre dans un jeu. Sinon, tu fais autre chose dans la vie. Et toi qui as une autre activité à côté d'artiste, là, tu vis d'autres types de contraintes, mais qui sont les tiennes. Oui. Là, nous, on fait de l'art appliqué. L'art appliqué, c'est de s'adapter à un tiers, qui, dans le cas de métier, que ce soit le mien ou le vôtre, c'est une marque. Il y a notamment donc des contraintes qui sont en effet inhérentes à l'identité d'une marque, et puis il y a celles liées au support. Ouais. On a commencé à parler de TikTok, et je voulais qu'on parle de TikTok, parce qu'il y a quand même quelque chose qui quand Ça même a un peu renverse... tout révolutionné quand même. Qui change beaucoup de choses sur le marché de la musique et sur sa diffusion, et beaucoup sur sa création. En quelle mesure ça change également celle de l'identité sonore des marques ? Comment vous le pensez, vous, TikTok ? Est-ce que vous le pensez ? Parce que moi, c'est vraiment je n'ai pas de réponse définitive. Parfois, TikTok, tel que je le reçois, comme un vieux que je suis, c'est presque, comment dire, c'est presque comme si c'était un monde à part, où quasiment la musique est le propos. C'est vrai qu'en fait, comme j'ai l'impression que ça a tout révolutionné, même parce que je trouve que ça prend le pas aussi sur les autres réseaux sociaux, surtout tout ce qui est contenu vidéo vertical de toute manière. Exactement. Je dirais on amène TikTok plus globalement au-delà de cette plateforme-là, ces contenus courts, verticaux, et où la musique prend de la place, voire même est en fait le cœur du message. La norme en fait sur TikTok, c'est de reprendre du contenu vidéo ou de reprendre du contenu musical. Et du coup, trouver une place à l'identité sonore dans ce registre-là, c'est particulier parce que c'est de dire, oui, on sait qu'il y a un algorithme, on sait qu'il marche mieux quand tu prends des musiques qui trendent. Par contre, est-ce qu'on raconte quelque chose derrière en réutilisant toutes les musiques qui traînent, quoi. Il y a un moment, on sort complètement du cadre de l'identité sonore. On parlait de chart juste avant. Ouais. C'est En fait, ça pose la question, pour moi, de l'empreinte que tu laisses, mais pour quelle raison ? C'est un peu comme... Moi, si je reviens à la pub d'avant,
celle de la télé, celle de la radio. Moi, nous ne faisons pas Carglass répare, Carglass remplace. Nous ne faisons pas Mercurochrome, le pansement des héros, parce que marquer les esprits à tout prix, pour nous, ça n'a pas de sens. Nous, il faut que ce soit valorisant pour la marque pour laquelle on le fait. Or, la dimension spam que peuvent avoir ces identités sonores-là, pour moi, c'est des jingles plus que des identités sonores, parce que c'est pas des univers, hein, c'est 2 secondes et puis basta, a une dimension irritante. Donc, si tu poses la question au public, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous retenez ? Oui et oui. Est-ce que vous y êtes attaché ? On a les chiffres, nous, parce qu'on mène un baromètre de performance musicale des marques avec Harris Interactive. Pas du tout. Les gens détestent. Enfin, c'est un rejet. Et donc, Oui, il y a une certaine notoriété, mais l'image derrière, elle est... Ah, mais la notoriété, à quel prix ? C'est-à-dire que tu te dis, je fais ce podcast nu et on est filmé en même temps. Peut-être que vous aurez des chiffres, j'espère, d'audience très élevés du fait de ma présence. On n'en doute pas, oui. Je t'en remercie. Mais c'est pas spécialement ce dont j'ai envie que les gens se souviennent. La réalité, c'est que sur TikTok, nous, on est très proche de TikTok et notamment notre équipe nord-américaine. Et donc, on a eu une presse que pour nous, parce que TikTok s'intéresse beaucoup à nos métiers. Et donc, on a eu une presse que pour les salariés de 6e son. C'était en juillet dernier. C'était une équipe nord-américaine, donc des Canadiens et des Américains, qui nous expliquaient. Eux avaient les chiffres de TikTok, mais les chiffres qui nous intéressent, nous. C'est-à-dire, non pas les trends, mais là où les gens restent. Et en fait, en vrai, il vaut mieux un son pas terrible, enfin pas terrible dans le sens, pas ultra produit, un son assez spontané en fait, un son chelou. Oui. Il fait que les gens vont moins scroller parce qu'il va être alors qu'en fait, si t'as pour la 40e fois The Weeknd dont on parlait avant d'enregistrer, c'est The Weeknd qui va. Le pauvre, non mais sa chanson elle est canon. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as un truc, et là ça revient à notre métier. Notre métier, c'est de marquer. Et donc quelque chose d'un peu, un de plus célèbre, hein, notre identité qu'on a créé pour la SNCF, la 3e note, elle est fausse. On s'y est tous fait, hein, cette 3e note, mais elle est un peu fausse, elle est un peu bizarre, elle est un peu. Elle est pas fausse, elle est technique. Ouais, non, mais il y a de ça, c'est-à-dire que sur TikTok, si l'objectif c'est d'être dans les trends, alors oui, prends la chanson du moment, tu la mets, tu fais un contenu avec, tu vas peut-être avoir beaucoup de vues, mais on te rappellera pas forcément de. Puis c'est du one shot en plus, c'est juste sur ce contenu-là. Alors que si t'as un truc bizarre. Alors attention, bizarre. En tout cas, qui sort du lot, quoi. Ouais, qui fait un pas de côté avec la musique du moment. Il nous disait, il vaut mieux limite, un son pas ultra produit, pas. Et donc c'est pour ça que eux veulent promouvoir auprès de leurs annonceurs des démarches comme celle que à 6e son, pour avoir des choses qui sont uniques et pas des choses qui sont des trends. Ouais. Je pense que c'est en effet l'enjeu. Alors même pas que sur la musique, mais sur les réseaux sociaux, de toute façon pour les marques, de pas juste suivre en fait l'algorithme et ce que souhaite l'algorithme en reprenant plus ou moins les contenus du moment, mais réussir quand même à dicter, à garder une ligne éditoriale. Et donc amener à TikTok où la musique prend toute sa place, en effet, c'est peut-être de jouer contre l'algorithme, ou en tout cas de pas rebondir sur toutes les trends, au contraire pour garder un peu de cohérence. On évoquait ceci, cette notion de trend ou de plus globalement de mode qui elle doit quand même avoir toute sa place parce que il y a quelque chose de très on s'identifie beaucoup à travers la musique. Il y a quelque chose de très générationnel, peut-être moins qu'à un moment d'ailleurs. Justement, on évoquait la place qu'a Spotify aujourd'hui, qui fait qu'on peut découvrir tout et n'importe quoi. Il doit quand même avoir un enjeu de ciblage auprès de certaines personnes qui fait que certains sons, certains rythmes, il y a quelque chose de très codifié pour aller chercher certaines cibles. C'est encore le cas, malgré justement toute la découverte qu'on peut avoir à travers les outils digitaux. Alors, écoute, pendant mes études qui remontent il y a quelques années, moi j'ai fait une école qui s'appelle l'EHESS, spécialisée dans la sociologie de la musique. Et donc, on avait des données à l'époque super intéressantes sur... il faut se dire qu'avant, je vais remonter il y a hyper longtemps. Avant le XXe siècle, la musique, elle n'était pas enregistrée, hein, donc la musique c'était que du live, et t'avais ce que t'avais pas le choix de Et puis il y avait vraiment la musique des riches et la musique des pauvres. Il y avait la musique populaire et puis la musique plus élitiste, et t'avais pas accès à la musique élitiste si t'étais pas bien né. Petit à petit, avec les enregistrements, tu as eu plus ou moins accès à des prix à l'époque très élevés à une musique, qui a fait que petit à petit, moi je mettrais comme tournant, alors après c'est aussi parce que je le vis comme ça, parce que c'est ma génération, mais l'apparition d'MTV, qui est d'un coup le moment où il y a un trait commun, ou MCM pour les Français, une espèce de culture commune d'un coup, de où que tu sois dans le monde,
d'un coup, tu as Kurt Cobain qui hurle à la télé. Et bah ça, que tu sois né en France, aux États-Unis, en Asie ou je sais pas quoi, on a tous eu accès à ce truc-là au même moment. Et cette génération-là, elle est aujourd'hui, grosso modo, aux affaires. Hein, et donc, tu arrives avec une culture. Le mot mainstream, il a souvent un côté négatif, mais pas que. C'est-à-dire une culture commune, une culture pop, tu vois. Pop, ouais. Voilà, pop, c'est le bon mot, tu as raison. A touché quasiment tout le monde. Tu vois, quand on fait des musiques pour je vais citer Michelin. Michelin, là, notre identité sonore, elle est testée 12 pays, 4 continents, dont l'Asie, dont l'Amérique du Sud. Les résultats sont partout pareils de la compréhension. Ce que ça dit sur la marque, c'est partout pareil. Donc il y a évidemment toujours des particularismes locaux, et c'est tant mieux. Mais il y a aussi une sorte de culture commune qu'on a tous là, qui est cette culture pop, qui fait que même si on n'est pas né à Seattle, on a tous connu Kurt Cobain, on s'est tous dit c'est quoi ce truc, cet ovni qui débarque pendant pas longtemps. Et donc ouais, il y a une manière de traiter le son dans la partie, au moment où on est au moment de la création, où on se dit est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on veut pas toucher telle cible, telle autre. Et selon le style de musique que tu choisis, tu sais que tu vas plus ou moins toucher telle ou telle cible. Ensemble, on a fait des choses avec du slam, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est carrément une tendance actuelle. C'est-à-dire que pas mal de marques sont allées dans ce créneau-là. Pour quelle raison ? Parce que tu sais que tu touches un public, tu sais que tu touches à la fois un public de jeunes, mais grosso modo, le slam, c'est du rap gentil, donc tu n'es pas non plus sur un truc où tu vas heurter la sensibilité. Oui. Non, mais c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'on s'était dit que c'était une idée intéressante ? Parce que on peut avoir une dimension plus actuelle, une dimension plus urbaine, tout en touchant un public assez large. Donc, on s'est dit, à cette époque, quand on a fait ce projet-là ensemble, si on avait fait du hard rock, on savait qu'on n'allait pas toucher telle ou telle cible. Ouais. Si on avait fait du hip-hop plus dur, on savait aussi qu'on passait à côté d'une certaine cible. Donc il y a une manière de toucher plus ou moins large tel ou tel public avec le choix de la musique, sans aller évidemment sur tous les particularismes locaux que nous on peut vivre chez 6ème Son, parce que quand on travaille pour une marque dans tel ou tel pays, parfois la dimension locale est importante. Au Moyen-Orient, on travaille pour Etihad Airways, c'est promouvoir Abu Dhabi. C'est quoi la culture musicale à Abu Dhabi ? C'est une culture Khaliji. C'est quoi la musique Khaliji ? Donc on étudie la musique Khaliji, on travaille avec des talents et des artistes Khaliji qui nous permettent d'amener une touche que nous on n'aurait pas. Et donc là, tu sais qu'en faisant ça, tu parles à un public, mais que tu définis en amont. Ouais, donc il y a quand même cette logique. Donc il y a des codes qu'on a tous pris dans les années 90, et de l'autre côté, il y a ces particularismes. Ouais, je crois. Et encore, je suis bientôt cramé à mon âge. Bientôt, il y aura. Peut-être que je le suis déjà et qu'ils me le disent pas, l'équipe. Mais non, c'est vrai. Il y a des. Regarde, franchement, quand moi j'ai commencé à bosser, jamais de la vie on faisait du hip-hop. Hein. Pourtant, on en écoutait tous, mais jamais de la vie on en faisait. Hein. C'était dans aucun brief. Hein. En 2000, moi j'ai rejoint l'agence en 2008, j'avais jamais un brief hip-hop. Hein. Là maintenant, on en a tout le temps. Cette musique-là, il a fallu voire trop longtemps quand même pour qu'elle se devienne pop, si j'ose dire. Mais ça y est, maintenant, quitte à en bouffer un peu partout, tu vois. C'est-à-dire que là, tout le monde maintenant est... C'est vrai, là, ça y est, c'est plus ça. Au contraire, les personnes qui viennent te voir, pas avec de la technique, mais en tout cas avec une envie claire sur un style. Si tu veux, quand je vois une énième communication d'un pari en ligne, d'un site de pari en ligne, ou d'une marque de streetwear qui fait exactement le même style de hip-hop, te dis, les gars, en fait, vous faites pas la pub de votre marque, vous faites la pub de votre industrie. Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très, forcément de très référencé et de peu différenciant. Exactement. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce que vous auriez une dernière bonne question à se poser pour aborder justement le sujet de l'identité sonore ? De quoi vous avez besoin, vous, pour convaincre vos clients nombreux chez The Links, pour franchir le pas de se dire je mets la musique plus en amont de ma réflexion et j'envisage l'idée qu'une musique n'est pas qu'une illustration, qu'elle peut être une identité. Qu'est-ce qui pourrait vous servir ? Faut qu'elle arrive assez tôt, en fait, avant qu'on commence à décliner pour moi des films, ou ça y est, avant qu'on commence à décliner des assets, le moment où on est vraiment en amont sur la réflexion. Le moment où on a conceptualisé l'idée, ce qu'on veut raconter et tout, en fait, ce serait plutôt à ce moment-là. Parce que la musique descend, le moment où on se dit, bon, bah très bien, on va commencer à faire un film, on va commencer à faire de la vidéo, donc il faut de la musique. Alors qu'en fait, il faudrait que ça arrive le côté de non, ça y est, on pose des éléments de charte. Généralement, la musique, elle arrive au moment où on a le story, on fait qu'est-ce qui ferait bien là-dessus. Voilà. En fait, il faudrait que ça arrive un peu plus tôt, donc en effet, pour nous, ce serait la bonne manière. Pierre, est-ce que tu as toi aussi une bonne question que chacun pourrait se poser pour bien aborder l'identité sonore ?
Moi, je pense que c'est surtout, je sais pas si c'est une question, mais d'avoir ce truc de se dire, faut laisser aussi la confiance à des gens qui sont professionnels dans le milieu. Et moi, j'ai le bon exemple où tu parlais tout à l'heure de, il a appelé sa petite fille qui fait un peu de solfège et tout ça. Bah oui, des fois, moi, on vient me voir parce que je fais de la musique à côté. Mais encore une fois, moi, je suis pas un professionnel. Et en fait, on vient me voir. Moi, souvent, je dis juste, non, là, tu es trop précis dans ce que tu demandes. Et en fait, donc, je vais rejoindre tout ce que tu dis depuis le début, c'est-à-dire que laisse-les faire, raconte-leur ce qu'on doit raconter, tu leur montres ce qu'est la marque, et puis eux, ils savent faire ça, en fait. Et je pense que c'est surtout ça, en fait, savoir rester à sa place de ce truc-là, essayer de pas s'emballer. Et puis, surtout que souvent, on a déjà beaucoup de choses à raconter dans un brief, autant raconter les bonnes. Merci beaucoup pour ces dernières bonnes questions. Je ne peux m'empêcher quand même de vous demander, parce qu'on a beaucoup parlé de marque, etc. Et justement, on se rend bien compte que ça répond à vraiment des enjeux, des objectifs de marque. Mais à titre plus personnel, quand même, est-ce que je peux vous demander un petit conseil, une petite reco musicale ? Oui, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Sampha, qui est un artiste plutôt, je dirais, R&B soul, et qui est déjà bien connu, mais moi, je l'ai découvert sur son dernier album, et c'est vraiment très beau ce qu'il fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce genre de connexion à un album. C'était vraiment bien. Ben, j'écouterai, je connais pas non plus. Moi, dans mon top Spotify de l'année, en 1, c'était Hermanos Gutiérrez. J'ai pas non plus. Donc je vous invite à écouter Hermanos Gutiérrez. Et en 2 et 3, c'était Radiohead et les Beatles. Donc tu vois, ça doit faire 15 ans. Des classiques. Enfin, il n'y avait pas les top Spotify il y a 15 ans, mais je pense que ça doit faire 15 ans que c'est dans mon top 2 et top 3. Donc, on parlait des grandes musiques qui ont marqué aussi des générations et qui est derrière une influence. Celle-ci, on est dedans. Et Hermanos Gutiérrez, des magnifiques paysages musicaux. C'est pas de paroles, c'est que des guitares. C'est très très beau. Ok, très bien. On prend. Thomas, tu peux peut-être nous faire ta reco, vas-y. Moi, si je devais avoir une reco musicale, parce que quand même là, forcément, j'ai quand même envie. Ça pourrait être The Weeknd parce qu'on en a en effet parlé. Non, mais ce serait parce qu'il y a un bel alignement de planètes. Ce serait sans doute Vocab qui a travaillé chez vous, tout à fait, qui est également venu derrière ce micro AUV. Et qui joue exactement dans cette même pièce dans quelques heures pour sa release party, donc ce serait d'aller streamer. Il est juste derrière, là, il est juste là tout de suite pour installer, je crois. On l'embrasse. Non, regardez, il n'est pas encore là, mais donc ce serait Vocab, l'album Cœur, qui en effet sort juste après, que vous pouvez aller streamer. Ce que vous pouvez également aller streamer, c'est les Sonic Talks que vous faites vous aussi, votre podcast en partie en co-branding avec CB News. Allez streamer Grib, qui est ton projet Pierre. Merci. Et également tous les autres UV que vous pouvez retrouver sur les différentes plateformes ou sur notre site thelinks.fr. Laurent, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. Pierre, revenez quand vous voulez chez nous finalement. C'est pris. L'invitation est prise. Salut. Salut.